Merci pour tout, Céline. Ok, hop, c'est bon, j'ai rien à faire. Parfait. Enchanté à tout le monde. Du coup, je m'appelle Enzo Conti. Je suis, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, un freelance. Donc, moi, je suis un freelance mobile, donc spécialisé en Flutter. Aujourd'hui, je travaille à Canonical, donc en mission, pareil, toujours en freelance. Canonical, c'est les gens qui font Ubuntu, donc je suis spécifiquement dans la team qui fait l'installateur de Ubuntu, si vous êtes curieux. Et du coup, vous avez ensuite mes liens de réseau, donc principalement actifs sur Twitter, mais j'ai aussi un petit GitHub où je suis actif lorsqu'on me mentionne, du moins. Ok, du coup aujourd'hui je vous ai planifié un petit planning, puisque du coup on va parler de Firebase, j'ai le petit t-shirt qui correspond à Firebase, et on va pas parler de Flutter. Pourquoi est-ce que je parle de Firebase alors que je suis un développeur mobile? Parce que ça va très très bien ensemble. Je pense qu'il y a certains d'entre vous même qui le savent déjà. Donc du coup, on va parler de Firebase SDK et ensuite on va parler spécifiquement d'un service qui s'appelle le Remote Config. Et on va parler en fait un petit peu après d'A/B testing et des possibilités qui sont faisables du coup avec ce service-là qui s'appelle Remote Config. Hop. Du coup, je voulais savoir par rapport à vous tous, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont juste simplement jamais entendu parler de Firebase? Oups. S'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Firebase, c'est super parce que en tout cas, on va faire un petit récap de ce qu'est Firebase avant de passer sur Firebase Remote Config. Ok, super. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas du tout, donc c'est parfait. Moi, j'ai pas fait ces sites pour rien. Du coup, Firebase, c'est du coup ce qu'on appelle une plateforme de service back-end dans le cloud. Donc, vous avez déjà peut-être entendu parler de cloud, de service cloud, ou alors ce qu'on appelle aussi les back-end as a service, BaaS. Et du coup, en fait, Firebase, ça s'inscrit exactement là-dedans. Donc, en gros, ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une plateforme en ligne sur laquelle il y a énormément de services qui vont vous permettre en fait de créer un back-end entièrement avec ces services qui sont déjà disponibles là. Donc du coup, ça va vous permettre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je vais vous présenter un service particulièrement, mais je vais vous présenter juste avant ça quelques services qui sont très connus sur Firebase que quasiment tout le monde utilise. Donc on a le real-time database, l'authentification et le storage. On va parler de suite. Donc sur Firebase Database, donc ce qui va être le real-time database, ça va être un des services de la plateforme, ce qui va vous permettre en fait de faire de la synchronisation en temps réel, ce qui est extrêmement pratique. Ça veut dire que typiquement, ça va être une base de données sur laquelle vous allez pouvoir, depuis un de vos devices, envoyer une data dans votre base de données comme vous le feriez avec n'importe quelle autre base de données. La seule différence, c'est que dès que cette donnée est mise à jour, l'entièreté de votre device la récupère et la mettre à jour également, bien sûr s'ils sont connectés à Internet. Donc ça, c'est la synchronisation en temps réel. C'est l'un des services de Firebase. Donc c'était Firebase Database. Ensuite, on a Firebase Auth, qui va être du coup un service d'authentification pour Firebase. Et le principe avec le Firebase Auth, c'est qu'on va avoir plusieurs systèmes d'authentification qui sont déjà créés pour nous. Donc on appelle ça les Auth Providers. Et du coup, on va par exemple avoir les Google Providers, le Facebook Provider, le X Provider maintenant, mais qui est l'ancien Twitter, le GitHub Provider, et après on a certains autres plus classiques, comme typiquement juste le mot de passe, l'email et le mot de passe provider. Que je ne sais pas exactement qu'on appelle ça, classique provider, j'imagine. Du coup, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Firebase nous met à disposition un service qui s'appelle Firebase Auth, et avec ce service-là, on va pouvoir en fait du coup avoir une connexion, par exemple, connectez-vous avec Google sur votre application, sur votre site web, sur peu importe ce que vous avez, peu importe le produit, et vous allez pouvoir avoir ça, toute la partie back-end de cette authentification est prise en charge du coup par Firebase, et vous n'avez plus qu'à faire ça en quelques lignes. Et quand je vous dis en quelques lignes, c'est pas une cinquantaine de lignes, on parle de peut-être 4 ou 5 lignes grand maximum. Donc c'est super pratique, vous pouvez aller très rapidement et intégrer des features en fait tout simplement très rapidement, ce qui est très utile lorsque vous êtes freelance. J'imagine que ça vous le savez. Et du coup en fait en dernier on a Firebase Storage.
Quand je dis dernier, on parle juste des principaux, hein. Je vais vous présenter 3 principaux les plus utilisés, et du coup le dernier dans les plus utilisés, ça va être Firebase Storage, qui va vous permettre, du coup, comme son nom l'indique, de storer. Storer quoi? Storer en fait des images, des fichiers, etc., etc. Donc comment ça se passe? Ça veut dire que ça peut être la même chose, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir avoir soit des fichiers que vous allez récupérer sur vos apps, typiquement, imaginons que vous allez avoir un PDF de vos CGU par exemple, qui sera du coup sur les serveurs de Firebase, et que vous allez pouvoir afficher sur votre application lorsque vous le voudriez, lorsque l'utilisateur fait un certain clic ou appuie sur le bouton CGU par exemple. Mais ça peut aller dans l'autre sens. Typiquement, vous allez peut-être avoir un utilisateur avec un profil, et sur son profil, la personne va peut-être avoir une image de profil, ou peut-être qu'elle va avoir une bannière, quelque chose comme ça. Et toutes ces choses-là, toutes ces images, tous ces fichiers, en fait, que l'utilisateur va générer, il va falloir bien les stocker quelque part. Donc là, ça vous permet, hop, j'ai ma petite caméra qui a bugué, excusez-moi. Hop, ça va vous permettre du coup de pousser en fait ces fichiers-là sur le réseau Firebase, donc sur l'espace Firebase que vous allez avoir. Et du coup, vous pouvez en fait juste après les récupérer avec de simples méthodes. Donc juste une ligne, récupérer n'importe quel fichier et l'afficher ensuite dans votre application ou application, ou encore une fois un autre produit. Donc, qu'est-ce que Firebase, ça nous aide? En quoi ça nous aide finalement? Du coup, en fait, typiquement, normalement, si vous n'avez jamais utilisé Firebase, vous avez à peu près ce schéma-là de développement traditionnel, ce que j'appelle développement traditionnel, c'est-à-dire que vous avez votre produit, dans mon cas, je vais dire une app parce que je suis un développeur mobile, qui va communiquer du coup avec le serveur où vous allez peut-être avoir une API REST ou peu importe ce que vous avez. Et ce serveur-là, il va avoir des services qui sont hébergés sur ce même serveur ou sur d'autres serveurs aux alentours. Et du coup, vous allez peut-être avoir une base de données ou une autre API REST, ou etc., etc. Et la différence, le problème avec ce développement traditionnel, c'est qu'en fait, vous allez avoir besoin de multiples casquettes. Typiquement, vous allez devoir pouvoir créer une application mobile, donc vous devez être développeur d'application mobile, mais vous devez être plus à l'aise, on va dire, avec l'administration système, puisque vous allez devoir gérer un serveur. Et vous allez du coup aussi devoir installer vous-même les services de base de données, etc. Donc si vous voulez lancer par exemple typiquement un projet très rapidement sur un week-end, ça veut dire qu'il faut que vous louiez, enfin que vous preniez du moins un serveur, que vous trouviez un serveur, et que vous installiez du coup au moins un service de base de données dessus pour au moins utiliser juste la base de données. C'est pas très pratique, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc du coup, c'est pour ça que Firebase existe. Comme on a dit, c'était un back-end service, donc back-end as a service, BAAS. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on va parler de SDK. Donc, on va utiliser notre application encore une fois, qui peut être encore une fois n'importe quel autre produit. C'est juste que moi, c'est plus facile parce que je suis développeur d'applications mobiles. Et en fait, du coup, on va avoir un SDK. Donc, un SDK, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle un Software Development Kit. Donc, imaginez-le plus ou moins comme une petite boîte à outils qui nous est donnée. Et lorsque vous voulez réparer ou que vous voulez créer n'importe quoi, vous allez piocher du coup dans cette boîte à outils et vous allez récupérer finalement les éléments qui vous sont nécessaires pour la création de votre feature. Donc, c'est un peu ce qui va se passer, où là, en fait, on va avoir une interaction implicite, plus ou moins, juste avec des méthodes en fait. Donc, vous allez avoir un objet, une instance, vous appelez des méthodes et vous interagissez avec Firebase. Donc typiquement, comme j'ai dit, par exemple pour l'authentification, on pourrait avoir un objet authentification sur lequel on appelle la méthode connecte-toi avec Google. Et ça s'arrête là. Et rien qu'avec ça, vous êtes connecté avec Google puisque toute la partie back-end est utilisée et supportée en tout du moins par Firebase. Donc, en quoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ce schéma-là? Il y a plusieurs très bonnes raisons. J'en ai listé quelques-unes. Donc, au niveau des avantages, comme j'ai dit, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'avoir de serveur. Donc déjà, la mise en place est extrêmement rapide. On n'a pas besoin d'avoir de compétences non plus en DevOps, ce qui est extrêmement important parce que ça peut être un frein au développement, surtout pour les personnes qui sont plus ou moins juniors.
On a aussi un uptime garantie, c'est-à-dire que du coup, vous êtes sûr et certain que votre serveur, et si vous avez des utilisateurs sur votre application et qu'ils utilisent Firebase, vous êtes sûr et certain qu'à 99,9%, les serveurs de Firebase seront toujours en bon état et que l'utilisation de votre application ou de votre produit sera toujours ultra fluide. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un serveur classique, puisque vous pouvez avoir des petits problèmes qui peuvent être simplement bénins. Typiquement, vous avez plus d'espace disque sur votre serveur ou des choses comme ça, mais qui vont du coup faire un frein sur l'utilisation de votre produit, puisque du coup l'utilisateur ne pourra plus l'utiliser. Quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est qu'il est auto-scalable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si vous avez 10 utilisateurs, vous pouvez utiliser Firebase, il n'y a pas de souci, et votre serveur, si vous êtes en développement traditionnel, ça le supportera très probablement aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, si du jour au lendemain, j'en sais rien, vous passez sur TF1, votre application est visible par des millions de personnes et finalement des centaines de milliers de personnes commencent à télécharger votre application ou votre produit et se mettent à du coup l'utiliser, vous passez de 10 utilisateurs à par exemple 100 000. Et là, la charge n'est pas du tout la même. Donc peut-être que les serveurs que vous avez pris dans du développement traditionnel ne seront pas aptes à supporter la charge des utilisateurs que vous allez avoir d'un coup. Pour ça, c'est super simple. Encore une fois, c'est un avantage de Firebase, c'est auto-scalable, puisque du coup, Firebase, c'est une infrastructure de centaines de milliers de serveurs. Du coup, tout est géré par Firebase. Du coup, nous, on n'a rien à faire. Et qu'on ait 10 utilisateurs ou qu'on ait 100 000, pour nous, ce sera ultra transparent et on n'aura pas de mauvaises surprises où notre application ou notre produit sera complètement indisponible. Et comme j'ai dit encore une fois, du coup, on a un temps de développement aussi réduit pour des raisons qui sont super simples. C'est que vous n'avez pas de back-end à faire. C'est-à-dire que si vous devez faire le front-end plus le back-end, ça vous prend un certain temps. Vous allez passer du coup, on va dire, j'en sais rien, peut-être 50% de votre temps à faire du back-end. Alors que là, tout est réduit. J'ai pas dit que ça n'existait pas. C'est juste que vous n'avez pas à faire vous avez juste à implémenter du moins les features, mais vous n'avez pas à implémenter la façon dont est géré le back-end. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec une architecture spécialisée, gérer finalement les ports, les machins, etc. Tout ça, ça n'existe plus pour vous. Donc c'est vachement utile et du coup, c'est un service que moi j'utilise énormément. Du coup, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est super simple. Jusque-là, il n'y a pas de grande surprise. Firebase, c'est extrêmement vaste et du coup, on a pour ça un petit panel qui s'appelle console.firebase.google.com. C'est un portail sur lequel il faudra juste que vous soyez connecté avec un compte Google. Et juste après ça, vous devrez arriver sur une page qui ressemble plus ou moins à celle-ci, où vous avez du coup le choix entre soit explorer un projet démo, sur lequel vous pourrez explorer toutes les différentes features et les différents services de Firebase, soit vous pouvez créer le vôtre. Donc dans les 95% du temps, vous allez juste devoir créer le vôtre, puisque le démo projet, il sert vous ne pouvez pas l'utiliser pour vos projets à vous, c'est juste pour vous montrer les interfaces. Et du coup, on vous demande certaines petites choses. On vous demande juste un nom, jusque-là, rien de bien surprenant. Vous pouvez d'ailleurs lier ce projet-là à une session Google Workspace, si vous avez du coup un compte Google Workspace. Et ensuite, on vous demande d'activer Google Analytics. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Google Analytics dans tout ce qui est web, les sites web, etc., pour savoir finalement l'utiliser, les gens qui sont sur votre site web ou tout comme ça. Google Analytics, c'est bien plus que ça. Ça va en fait récupérer énormément de choses. Et nous, pour la démo que je vais vous faire aujourd'hui, on a bien activé Google Analytics parce qu'on va s'en servir un peu plus tard, comme vous voyez, pour le A/B testing, qui est écrit comme quoi le Google Analytics active le A/B testing. Et une fois qu'on a créé un petit projet, ça va prendre quelques minutes, on se retrouve sur plus ou moins un dashboard. Ce dashboard, du coup, c'est le dashboard de Firebase avec énormément de différents modules. Comme vous voyez, on a une petite sidebar, donc une barre sur le côté avec les différents produits qui sont classifiés en fait finalement par ordre
ou par catégorie, enfin ils sont classifiés par catégorie forcément, mais ils sont classifiés par catégorie finalement d'utilisation que vous allez avoir de ce produit-là. Donc on a une classification par exemple de construction, une classification de mise en production, d'analyse et d'engagement. Donc on peut voir du coup ici, là j'ai déroulé un petit peu tous ces menus-là. Donc ça, c'est tous les services que Firebase possède. Donc c'est tous ces services-là, ils sont utilisables avec un seul SDK, donc il est le Firebase SDK. Et du coup, pour ça, juste avec ça, en fait, vous pouvez créer complètement des backends incroyables. Donc j'en ai quelques-unes que je vous ai déjà présenté, comme par exemple le service d'authentification, le service de storage, les services de database, mais on en a énormément d'autres. On a des services de machine learning, on a des services de notification push, on a des services de crash analytics, donc si votre application crash, vous savez pourquoi, un petit peu comme Sentry, si vous avez déjà utilisé Sentry. On a des services de test lab, qui est un service super important qui vous permet en fait de tester votre application mobile ou votre site web sur plein de différents devices. Donc typiquement, si vous faites une application mobile, ça va le déployer sur environ une centaine de téléphones Android et iOS, et vous pouvez voir finalement plus ou moins le résultat. Ok, du coup je pense qu'avec ça on a fait un petit peu le tour de Firebase SDK. Donc, est-ce que pour vous, c'est plus ou moins clair déjà sur qu'est-ce qu'est Firebase? Et du coup, est-ce que vous allez bien comprendre que Remote Config, c'est un des services de Firebase, donc sur les 20 et quelques qu'il y a. Je ne sais pas exactement combien il y en a. Sur la vingtaine qu'il y a, on va en parler de un spécifiquement. Donc, la présentation sera quand même assez courte, vu que chacun des services est quand même assez spécialisé. Et donc, du coup, je vais vous présenter Remote Config et AB Testing, qui sont en réalité deux services différents, mais qui agissent très étroitement, comme après tous les services de Firebase, puisqu'ils interagissent entre eux et aussi, du coup, avec votre application. Donc, Firebase Remote Config, qu'est-ce que c'est? Comme on peut le voir dans le nom, en fait, on a Firebase. Donc Firebase, on sait maintenant ce que c'est. C'est la plateforme en ligne avec les services dessus. On a Remote, ce qui veut dire distant en anglais. Et on a Config, qui vient du mot configuration. Donc pour là, en fait, on comprend qu'en fait, c'est un service de configuration à distance qui nous est proposé par Firebase. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement, service de configuration à distance? Ça veut dire que globalement, on va avoir des settings, donc des paramètres, des valeurs qu'on va aller piocher dans un dossier magique, dans un endroit plus ou moins magique, parce que Firebase c'est assez magique. Et en fait, on va récupérer cette valeur-là pour la mettre sur notre application. Et ça, de façon assez transparente, et on va pouvoir ensuite rajouter des conditions, etc., là-dessus. Pour les plus sceptiques d'entre vous, j'imagine que là, vous vous dites, Elzo, il est en train de nous faire le charlatan, parce qu'en fait, il nous présente un service, et en fait, ça revient exactement à du développement traditionnel. C'est-à-dire que du coup, j'ai mon dossier magique dans lequel je récupère des valeurs. Ça pourrait très bien être juste une base de données sur laquelle je récupère une valeur, par exemple, typiquement un booléen, et que j'affiche dans mon application. Et vous avez tout à fait raison, en réalité. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a quand même des avantages qui sont très spécifiques à Firebase Remote Config. Firebase Remote Config, c'est pas une base de données, c'est du coup vraiment un service de configuration sur lequel on va pouvoir mettre tout un tas de choses, pas forcément simplement un booléen, une string, comme ça. On va pouvoir mettre des choses bien plus complexes que ça. Aujourd'hui, je vais vous en faire une présentation très simple, mais on peut avoir des cas d'usage qui sont quand même beaucoup plus compliqués. Donc, quels sont les avantages? Les avantages de Firebase Remote Config, principalement, ça va être la mise en cache. C'est-à-dire que, contrairement à une base de données classique que vous allez pouvoir mettre en place sur un serveur dans le développement traditionnel, toutes les valeurs que vous pouvez du coup récupérer de Firebase Remote Config, elles sont mises en cache sur le produit que vous avez. Donc, si vous êtes dans le développement mobile, encore une fois, ça veut dire que dans le cache de l'application, vous allez du coup garder ces valeurs-là. Et la prochaine fois que vous ouvrez votre application et si vous n'avez pas Internet, vous récupérez les dernières valeurs qui ont été récupérées. Donc ça, c'est de la mise en cache. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, encore une fois,
ça va nous dire, ok, mais en fait, la mise en cache, je peux la faire moi-même. Il y a des services, enfin, il y a des choses que vous pouvez faire avec le développement traditionnel pour faire de la mise en cache vous-même. Et c'est vrai. Mais par contre, il y a des choses que vous ne pouvez plus ou moins pas faire avec le développement traditionnel. Donc, on va parler de feature flagging et on va parler de A/B testing. Et on va aussi parler d'un autre truc que moi j'appelle le guardian mode, mais c'est juste moi qui appelle ça et c'est pas vraiment quelque chose qui existe. Donc, qu'est-ce que c'est le feature flagging déjà? Le feature flagging, en fait, par exemple, je suis sûr que s'il y a des gens qui utilisent Instagram parmi vous, euh, on a eu il y a quelques temps une mise à jour d'Instagram qui nous permettait finalement d'utiliser du coup les services de Messenger, oui, attends-moi, de Messenger dans Firebase, dans Instagram, autant pour moi, excusez-moi. Et du coup, en fait, tout le monde n'a pas eu accès à cette feature en même temps. On a eu que peut-être, je sais pas, quelques pourcentages des utilisateurs qui ont eu accès, et certains pays qui étaient avantagés et d'autres non. Donc typiquement, moi j'ai eu accès récemment, on va dire peut-être moins de 6 mois, et moi je sais que j'ai des amis qui ont déjà eu accès à cette nouveauté d'Instagram il y a déjà plus de 2 ans. Donc ça s'appelle le feature flagging, ça veut dire que tout le monde n'a pas accès à la feature au même moment. Ça peut être utilisé dans plein de cas différents, soit parce que vous n'êtes pas sûr de la feature, donc vous pouvez par exemple juste faire un test en mode genre ok, est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas, mais ça on verra, ça sera plus pour l'A/B testing, mais ça va surtout servir en fait typiquement à gérer en fait la cadence à laquelle les utilisateurs arrivent sur le service. Typiquement, imaginez que vous avez un processus qui est assez coûteux pour vous, soit au niveau de l'application, soit au niveau du back-end, soit peu importe, et que vous voulez pas que tout le monde ait accès à ce service en même temps parce que ça va faire cracher le service, ou alors vous voulez vous assurer qu'il n'y ait pas de problème avant de le dérouler à tout le monde. C'est pour ça en fait qu'on va parler du coup de feature flagging. Donc on va laisser un pourcentage d'utilisateurs ou certains utilisateurs avec des conditions particulières accéder à certaines features, et les autres vont être du coup n'auront juste pas accès à cette feature là du tout. Et ça, vous pouvez le faire en temps réel. C'est ça qui est super important avec Firebase Remote Config. Donc, vous n'avez pas besoin, typiquement dans le développement mobile, encore une fois, à chaque fois que vous faites une APK ou un app bundle, enfin peu importe, à chaque fois que vous voulez déployer votre application sur les stores ils prennent des fois 3, 4, 5 jours à vérifier votre application et à dire « Ok, tout est OK ». Tu peux du coup le déployer sur l'Apple Store ou sur le Google Play Console. Et là, du coup, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir faire en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez déjà faire la feature et vous pouvez la déployer après. Ce qui est super important, puisque du coup, il y a certains cas où typiquement, vous pouvez faire une feature entière, mais le back-end n'est pas encore prêt typiquement. Si vous avez par exemple, parce que vous pouvez utiliser Firebase en tant que back-end, vous pouvez utiliser également Firebase en tant que back-end général et avoir un back-end spécifique, par exemple si vous voulez faire du traitement d'image ou des choses comme ça, avoir un back-end spécifique sur un autre serveur à côté. Ou par exemple utiliser un S3 ou quelque chose comme ça pour récupérer différentes valeurs. Et ensuite on a l'A/B testing. L'A/B testing, c'est quelque chose qui est super utile aussi, surtout si vous voulez vous assurer de l'engagement de vos utilisateurs. Ça va vous servir finalement à comparer deux interfaces. Ça va être des interfaces, mais ça peut être autre chose que des interfaces. En gros, globalement, ça va vous permettre de juste changer un processus et le vérifier en fait lequel fonctionne le mieux. Vous avez peut-être déjà vu des posts sur LinkedIn où on a des gens des designers qui vous demandent par exemple, ok, j'ai fait deux interfaces, c'est à peu près la même interface, laquelle est-ce que vous préférez? Et finalement, ça va être un peu la même chose pour ça, sauf que c'est ultra transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur ne s'en rendra jamais compte finalement, à moins qu'il ait quelqu'un d'autre qui lui montre, comme quoi il a une autre interface. Mais en réalité, en fait, ça vous permet typiquement d'avoir je sais pas, par exemple, si vous avez un formulaire d'inscription, avoir une certaine interface pour le formulaire d'inscription, et après avoir une variante de cette interface d'inscription, et vous en fait vous faites un changement qui est vraiment aléatoire parmi les utilisateurs, que vous pouvez configurer bien sûr. Et en fait, du coup, en fait, vous le vérifiez par rapport à certains critères, donc différents KPI, donc qui sont les critères d'engagement et de réussite de votre expérience. Et en fait, vous allez pouvoir du coup vérifier si une interface
est plus utilisé que l'autre, ou est-ce que les gens restent plus sur l'application par rapport à un processus qu'un autre. Donc typiquement, ça peut être intéressant. Moi, j'ai eu des très très bons résultats ou sur une application que j'ai développée où on a eu par exemple une quinzaine d'écrans pour l'inscription, et après on a fait une autre expérience, autant pour moi, où du coup on a réduit ces écrans-là, on est passé de 15 à peu près 7-8, et du coup la moitié moins. Donc c'est des écrans qui ont changé énormément pour avoir ce rendu-là, mais le fait est qu'il y avait plus de gens lorsqu'on était du coup à 7-8 écrans qu'à 14, ce qui paraît peut-être logique lorsque je te dis comme ça, mais c'était quand même quelque chose à tester au préalable pour être sûr que les gens allaient bien à la fin du processus d'inscription dans les deux cas. Et vérifier si du coup on avait plus de taux de conversion avec une certaine interface qu'un autre. Donc je m'égare et du coup je vous ai préparé une petite démonstration où du coup on va appuyer sur des boutons sur Firebase et on va essayer d'afficher des choses assez cool. Alors il me faut une seconde pour me préparer. Tac, tac, tac. Hop. Laissez-moi une petite seconde. Alors. Hop, je repartage mon écran avec la bonne fenêtre, si possible. Hop, et vous devriez voir actuellement mon MacBook. Donc si vous pouvez me confirmer que vous voyez mon MacBook, tout est bon, mais normalement c'est le cas. Et du coup ici je vous ai préparé du coup une petite démonstration. Dites-moi si c'est trop petit, vous n'avez pas besoin de spécialement de voir le code, c'est plus les émulateurs qui sont ici qui sont intéressants. Du coup, il y a plusieurs téléphones ici avec une application que j'ai développée qui est une application très très rapide où c'est pas vraiment une application fonctionnelle ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer les capacités de Firebase Remote Config où du coup on va avoir différentes features typiquement. Donc on va avoir des différents boutons qui vont faire différentes choses. Juste pour les plus curieux, je passe très rapidement dessus, donc c'est du code Flutter en Dart. J'ai déjà lié mon projet Dart du coup à un projet Firebase, le projet Firebase que j'ai créé dans les slides juste avant. Et du coup, la seule chose que j'ai fait en plus de ça, c'est que dans mon application de base, j'utilise une dépendance qui s'appelle Getit en Flutter et qui me permet en fait de créer un service dans mon application et de l'utiliser un peu partout. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de savoir toutes les choses compliquées qui se passent ici. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que j'ai créé moi-même une classe qui s'appelle Firebase Remote Config Service. Et du coup, à l'intérieur, je récupère l'instance de Firebase Remote Config et ensuite, j'utilise les différentes méthodes que j'ai créées ou les getters. Donc du coup, on va voir ensemble. Ce qui est important ici, juste une petite parenthèse qui est important, c'est que du coup, lorsque j'ai initialisé Remote Config, on peut initialiser différents paramètres. Moi, ce que j'ai fait, c'est que on a un minimal fetch interval de 0. Ça veut dire que lorsque l'application s'ouvre, on peut directement essayer d'aller récupérer les valeurs, les dernières valeurs mises sur Firebase Remote Config. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, ce qu'on voulait voir ensemble, c'est qu'en fait, typiquement, j'ai fait du coup j'ai plusieurs téléphones devant moi. J'ai un Android, j'ai deux téléphones iOS. Et avant ça, ici, j'ai du coup le panel qu'on a vu juste au préalable, autant pour moi, juste au préalable de Firebase Remote Config. Donc ça c'est le panel juste de Firebase. Et comme on a dit, ici j'ai des projets shortcut parce que moi j'ai déjà été le voir, mais normalement il est censé être dans Engage, autant pour moi. Et donc du coup dans Engage, on a Firebase Remote Config, donc ce petit service-là. J'ai déjà commencé à le personnaliser. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu quelques tests et après on va en faire un ensemble pour vous montrer à quel point c'est simple. Donc c'est super simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Si on repart sur ma petite config, sur mes petites applications, autant pour moi,
on a une feature qui s'appelle feature native Android. J'ai fait exprès pour avoir finalement cette feature qui est pas du tout native, mais imaginons qu'elle est native, c'est juste théorique. Et sur Android, elle marche parfaitement. Par contre, si j'y vais sur iOS, j'ai une maxi erreur. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez absolument pas avoir en production. C'est quelque chose que vous voulez éviter à tout prix. Donc, soit vous le gérez au niveau du coup de votre front-end. Donc, ça veut dire que vous mettez une condition. Vous dites que si on est sur Android, par exemple, typiquement, eh bien, on va pouvoir avoir ce bouton-là et le désactiver sur iOS. Et c'est à peu près ce qu'on va faire. Mais la différence, c'est que si vous faites ça juste sur du front-end classique, ben en fait, on va avoir un problème. C'est que le jour où vous allez devoir rendre public cette nouveauté du coup à l'entièreté des utilisateurs du coup iOS, et bien en fait, vous serez obligé de recompiler l'app, la renvoyer sur les serveurs de Android, enfin de Google et de Apple, et d'attendre 4-5 jours et en fait récupérer, enfin d'avoir l'accord, la publication de votre app sur les stores et que les gens mettent à jour leur application, etc. C'est très très long. Ça peut prendre suivant votre application plusieurs semaines. Donc le but c'est pas du tout de faire ça, et c'est d'avoir quelque chose qu'on peut activer ou désactiver en temps réel. Donc si je reviens du coup à mon petit panel, la chose qu'on va vouloir avoir finalement, dans notre cas, ça va être du coup d'avoir cette configuration, ce bouton de feature Android valide sur Android, mais qui n'est pas valide du coup du côté iOS. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est super simple. Du coup, ici, en fait, on crée du coup un paramètre. On va en créer un juste après tout ensemble. Là, j'en ai déjà créé un qui s'appelle Feature Native from Android. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai fait une petite condition sur laquelle je vais lui dire tu peux afficher cette valeur sur Android. Donc ici, on voit qu'on affiche sur Android et on affiche sur tout. Mais la chose qu'on pourrait faire, c'est se dire, typiquement, on veut l'afficher sur Android, oui. Est-ce qu'on veut l'afficher sur le reste qui n'est pas Android? Peut-être pas. Et dans ce cas-là, on va juste appuyer sur publier les changements. Et lorsqu'on publie les changements, hop, on peut du coup revenir sur notre application. Jusque-là, rien n'a changé et c'est tout à fait normal. Néanmoins, si on met à jour nos émulateurs, il faut que je les mette à jour un par un, hop, on voit bien que du coup, sur Android, on va récupérer toujours notre bouton qui est toujours disponible. Néanmoins, sur le reste des émulateurs iOS, ce bouton a disparu. Et ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que du coup, ça va vous permettre du coup de flaguer, enfin, c'est ce que j'appelle le mode gardienne. C'est en fait finalement, vous allez pouvoir activer, désactiver une feature à la volée. Et ça peut être super intéressant si vous voulez avoir une feature valide, par exemple, enfin, disponible sur Android ou sur iOS ou sur peu importe quelle plateforme ou suivant quels critères. Mais ça peut être aussi simplement d'avoir un flag d'activer ou désactiver une feature parce que potentiellement, je sais pas, vous avez un rapport de crash sur une feature et vous vous rendez compte qu'en fait il va vous falloir peut-être je sais pas une dizaine d'heures pour finalement analyser cette feature, se trouver l'origine du problème et la résoudre. Et bien en fait tout ça va être un moment où en fait vous allez peut-être vouloir désactiver finalement l'accès entier du coup à la feature, comme on peut le faire par exemple ici. Donc, par exemple, on peut dire que du coup, plus personne n'a accès à cette feature-là parce qu'on va la mettre en maintenance. Et nous, ça nous permet de vérifier et de s'assurer du bon comportement de notre feature sans avoir du coup à nous soucier finalement sur du problème d'avoir des crashs en plus d'utilisateurs, ce qui est vraiment pas cool puisque du coup les utilisateurs sont plus susceptibles de quitter votre app et d'aller voir un concurrent s'il y a des crashs sur leur app. Donc ça peut être ce que j'appelle le mode Guardian. Et ensuite on a bien sûr le mode du coup de tout ce qui va être app, enfin qui va être du coup le flagging en lui-même. Donc typiquement ça peut être différents types de flagging. Ici, on va faire ce que j'ai appelé un green theme. Donc du coup, en fait,
on va parler après d'A/B testing aussi, mais on a un green theme du coup qui va être du coup ça va être une valeur qu'on va récupérer en fait de notre Firebase configuration et qui va changer le thème de notre application. Donc typiquement, on peut s'imaginer que on a typiquement là on a un thème violet plus ou moins. Peut-être que je sais pas, là c'était Saint-Patrick récemment. Vous voulez vous dire, ok, on va changer les couleurs de notre application juste pour ce jour-ci ou juste pour 50% d'utilisateurs. Dans notre cas, ça va être 50% d'utilisateurs. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On leur dit que dans 50% des cas, on va du coup leur donner le thème vert et dans 50% des autres cas, on va leur dire comme quoi ils restent en thème violet. Comment est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, c'est super simple. Sur l'objet qui m'est donné, fourni par Firebase, vous pouvez le voir ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un booléen, je récupère ça dans un getter, et j'ai juste à utiliser mon objet qui m'est fourni par le SDK de Firebase, et récupérer en fait une valeur qui correspond au nom de la clé que j'ai affiché ici. Donc en fait le nom de la valeur finalement. Maintenant ensuite, je n'ai plus qu'à l'utiliser, puisque c'est pas ce que j'ai fait pour le moment. Donc ici pour le moment, on a une couleur qui n'est forcément que violet. Mais par exemple, là j'utilise du coup la magie de Getit, qui s'appelle Firebase Remote Config Service. Hop, point. Donc je vérifie si ma valeur est du coup en violet ou en vert. Et en fait, suivant la session, du coup, on va avoir des personnes qui vont avoir du coup soit la session en verte, soit la session en violet, puisqu'on a dit qu'on avait 50% des utilisateurs qui allaient avoir du coup le thème vert et 50% qui allaient avoir le thème violet. Donc ça, c'est super bien, ça nous permet de faire différentes conditions qu'on peut du coup activer, désactiver avec tout un tas de conditions. Et du coup, justement ensemble, on va créer du coup une condition ensemble. Donc pour ça, je suis très très mauvais en live coding, donc j'ai pas pris énormément de risques et j'ai fait une petite macro que j'ai appelée Pack, parce que c'est bientôt Pack. Je me suis dit, on va afficher un petit bandeau pour Pack. La seule différence, c'est qu'actuellement, je l'ai juste affiché pour tout le monde. Et la seule grosse différence, encore une fois, c'est que c'est pas du tout Pack aujourd'hui. Et on veut peut-être avoir une valeur où en fait on va afficher ce bandeau-là juste le jour de Pâques ou peut-être juste sur un jour particulier ou pour X ou Y raison, X ou Y condition. Donc on va ajouter un paramètre dans Firebase. Donc c'est ce que j'ai fait pour ces trois autres paramètres-là. Donc on va ajouter un paramètre. On va l'appeler par exemple isHolidays, par exemple. Donc est-ce que c'est les vacances? Peut-être que c'est les vacances de Pâques. On va choisir son type. Donc ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une chaîne de caractères, un nombre, un booléen ou un JSON. Nous, on va utiliser un booléen parce que c'est vraiment très très simple. Et aujourd'hui, je vous fais vraiment une démo très on va dire non poussée, juste pour vous montrer les capacités du service. Mais vous pouvez aller bien plus loin avec ce que je dis. Donc la valeur par défaut, c'est qu'on va dire qu'on n'aura pas, ça sera toujours faux. On va dire que si on n'a pas de condition qui sera vraie, ça sera toujours faux. Donc par exemple, là, si je fais save, typiquement, on a notre isHolidays. Donc on nous dit comme quoi on a des changements qui ne sont pas encore publiés. Moi, ce que je vais faire sur mon application, c'est que je vais aller dans mon service, donc Firebase Remote Config, et du coup, je vais aller récupérer mon booléen. Donc on va appeler isHolidays, enable par exemple. Et je vais récupérer ma petite clé ici, qui est du coup le nom de mon settings, et je vais le récupérer comme ça. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire comme avant, et je vais pouvoir aller chercher sur ma page qui est Home, voilà, où j'ai Pack, et je vais pouvoir du coup, pareil, ici, juste récupérer ma valeur que je viens de récupérer du SDK. Donc, Firebase Remote Config Service .isHolidaysenable. Du coup, on affiche, dans ce cas-là, si c'est valide, on affiche du coup notre container. Sinon, moi, je vais juste afficher du coup un élément vide. Hop. Hop.
Hop. Du coup, à partir de là, on est bon. Et donc là, du coup, vous voyez que l'événement, il est parti instantanément. Pourquoi? Parce que du coup, cet événement, il n'existe pas encore parce qu'on l'a pas publié déjà. C'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, parce que du coup, il est égal à faux. Donc là, si je prends, par exemple, cet émulateur-là, je ne vais pas les redémarrer tous un par un, mais là, du coup, j'ai beau le mettre à jour, ce qu'on peut voir ici. Donc là, je le mets à jour, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on a notre condition qui est égale à fausse. Donc jusque-là, je pense que vous avez bien compris que si je le passe à true et que je publie les changements, hop, et que je redémarre l'application, on a bien du coup notre petite bannière qui est affichée. Mais par exemple, on peut peut-être avoir une condition bien plus complexe. Donc on va peut-être éditer notre paramètre, on va le repasser à faux par défaut, et en fait on va lui ajouter une valeur conditionnelle. Donc du coup on va créer une nouvelle condition. Donc on va appeler par exemple is pack, je ne sais pas comment on dit pack, c'est Easter, autant pour moi. Easter, donc is Easter, on peut lui ajouter une couleur, bon, ça c'est vraiment juste cosmétique. Et on va peut-être par exemple du coup avoir différents types de conditions. Donc on peut soit avoir par rapport à des pays, soit par rapport à des langues, etc. Donc ça va vraiment être utile si vous voulez vraiment avoir des conditions plus poussées par rapport à les utilisateurs, etc. Nous, par exemple, si on va peut-être avoir par rapport au temps, et on va lui dire par exemple is after, et on va du coup sélectionner une date. Du coup, aujourd'hui on est le 21, pas que c'est le 31, et on va peut-être lui dire que c'est entre le 31 et du coup on va pouvoir du coup une autre date du coup, et on peut dire par exemple que ça soit oui, et avant du coup, autant pour moi, et avant le 1er avril. Donc du coup là je vais créer ma condition, bien sûr. J'ai pas encore malheureusement inventé de machine à avancer dans le temps, donc ça ne va pas fonctionner ici parce qu'on n'est pas le jour J. Néanmoins, vous voyez bien que ma bannière disparaît. Jusque là, pas de surprise encore une fois, et on va pouvoir du coup l'éditer encore une fois. On va changer notre condition, et on va peut-être la changer pour être aujourd'hui typiquement. Donc on sera après le 21 à minuit et avant typiquement le 31, et typiquement on va prévenir les gens que Pâques ce sera le 31 mars. Donc si je publie mes changements, bim bam boum, hop, on devrait avoir du coup à nouveau ma bannière qui s'affiche en live. Donc ça va vous permettre des comportements, des changements dynamiques dans votre application. Ça va vous permettre de la rendre bien plus dynamique et bien plus vivante. Là où en fait vous allez pouvoir afficher un certain nombre de choses. Un autre truc qui est super important, comme on a dit, ça va être du coup tout ce qui est, je fais une petite aparté parce que ces slides je les ai depuis un petit moment. Du coup, il y a une feature qui est arrivée récemment sur le remote config et en plus généralement sur Firebase, qui concerne Gemini. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Gemini, c'est le modèle d'IA qui est fait par Google et qui est poussé par Google, plus ou moins. Et en fait, ils auront un onglet qui s'appelle personnalisation, où en fait, là, ça va être l'IA qui va en fait trouver le meilleur paramètre à rajouter. Donc typiquement, en fait, je ne vais pas trop vous en parler parce que je ne suis pas exactement trop à l'aise avec ça encore actuellement. Mais en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est que ça va vous permettre de laisser une IA en fait prendre en compte les pourcentages de dispatching de vos conditions, et ça va en fait plus ou moins en fait laisser l'IA prendre des décisions sur votre application qui peuvent être bien ou mauvaises. Donc typiquement, ça peut être utile dans certains cas. Pour moi, j'ai pas encore trouvé d'utilisation personnelle ni professionnelle à cette feature encore, mais je sais qu'il y a énormément de use cases et de gens qui ont trouvé des tas d'utilisations pour ça, donc je vous invite à regarder, c'est super intéressant. Ok, si je retourne sur mes slides, alors attendez, hop, tac. Alors excusez-moi, c'est un peu compliqué. Partage l'écran. Ok. Du coup,
ma démo, j'ai triché, j'ai utilisé des petits snippets, j'espère que vous m'en voudrez pas, parce que je suis très mauvais en live quoting. Mais le fait est que ça a marché et on a réussi du coup à avoir, en appuyant sur quelques petits boutons, à avoir une configuration qui est du coup distancielle et du coup qui est mise à jour suivant les conditions que nous, on a choisies. Donc maintenant, vous savez à peu près tout de Firebase Remote Config, qui est un petit service de Firebase. Mais il y a encore une chose dont on n'a pas encore parlé. Du coup, c'est le A/B testing. Donc le A/B testing, c'est quoi exactement? Le A/B testing, comme on a dit, ça va être une façon de vérifier finalement l'engagement des utilisateurs par rapport à une modification qu'on a faite. Pour ça, il nous faut l'accès à Google Analytics. C'est pour ça qu'on a coché, lorsqu'on a créé notre projet, l'accès à Google Analytics. Et qu'est-ce que ça va, en quoi ça va nous permettre? Du coup, on a des actions qui sont du coup testables, qui sont testables tout au long de Firebase. Donc tout ce qu'on a du coup remote config, on a le cloud messaging, on a le in-app messaging, donc ça c'est différents services, mais on a surtout le remote config comme on a dit. Du coup le remote config il va pouvoir envoyer des données du coup à Google Analytics, et Google Analytics en fait il va se servir de ces données là. Le service d'A/B testing va piocher dans les données de Google Analytics que vous avez remplies avec remote config pour du coup en fait pour vous faire des statistiques sur une expérience. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une expérience? Une expérience, ça va être un petit peu ce genre de comportement-là, où en fait, on va avoir deux interfaces qui sont différentes, et du coup, on va pouvoir aller voir laquelle est la meilleure parmi ces deux-là, et du coup, ensuite, prendre une décision, typiquement, suivant des goals qu'on a personnalisés nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire à nouveau? Si je repars tac, 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 sur mon écran. Tac, 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 hop, hop. J'y arrive. Accordez-moi encore une seconde. Tac, c'est bon. Donc, si vous êtes de retour avec moi sur Firebase, ici, sur le green theme, j'ai du coup ajouté une expérience, d'où la petite fiole. La petite fiole qui indique du coup qu'on utilise A/B testing. Et du coup, on a cette expérience-là que j'ai créée, donc qui est faisable en quelques clics, malheureusement qui n'a pas de data actuellement, mais en gros, globalement, ça va être la création d'une expérience par rapport en fait, du coup, à des critères que j'ai sélectionnés. Donc, par exemple, moi, mon expérience, ça s'appelle Experiment with Green Team, donc ça, c'est le nom de base. Mais en gros, ce que ça veut dire que j'ai sélectionné ici, ça ne va pas récupérer les bonnes datas, mais c'est pas super grave. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Edit Running Experiment. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, on a le nom de mon expérience. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, comme on a dit au préalable, pour le thème vert, je donnais à 50% de mes utilisateurs qui auront le thème vert et 50% des utilisateurs qui auront le thème violet. Donc ça, c'est des valeurs qu'on peut ajuster comme on le souhaite. Bon, moi, je vais rester sur 50, puisque ça match avec la condition que j'ai fait juste avant. Et mon goal, c'est quoi? Donc mon but, ça va être en fait de l'avoir de la rétention d'utilisateurs. Donc là, en fait, je vais vérifier si, est-ce que, vu que les utilisateurs qui ont le thème violet, est-ce qu'ils viennent plus souvent sur l'application ou est-ce qu'ils viennent moins souvent sur l'application que les gens qui ont le thème vert? Et ça va être ça le but entier de l'A/B testing. Ça va être en fait de vérifier le comportement utilisateur par rapport à des changements que vous faites sur votre application. Et ça, c'est super important parce que vous pouvez du coup prédire du coup l'aimabilité, si les gens vont aimer ou non une feature que vous allez pouvoir créer. Donc ça peut être super simple si vous faites des bêtas ou des choses comme ça. Vous pouvez du coup typiquement faire tout un tas de conditions où en fait vous regardez finalement petit à petit en faisant des petits changements qu'est-ce qui plaît ou qu'est-ce qui ne plaît pas sur l'application de façon à pouvoir changer et vous aligner du coup avec ce que les utilisateurs veulent sur leur application. Donc moi, comme j'ai dit, on a nos variantes. Donc moi, mes variantes ici, elles ne changent pas parce que c'est la même chose que sur la condition
qu'on avait de base. Donc si les utilisateurs ils ont le thème vert, du coup on renvoie un booléen qui vaut true, et si ils ont le thème violet, on renvoie un booléen qui vaut false. On peut ajuster bien sûr nos variantes, donc on a différents petits poids, etc. Donc typiquement si on a par exemple une personne qui passe plus de temps avec le thème vert, du coup là ça vaudra 70%, contrairement à 30% pour une personne qui a le thème violet. Donc ça c'est juste un poids pour arriver en fait finalement sur le dashboard à la fin et vous faire une idée finalement si votre expérience a fonctionné ou pas, et sur ce qui se passera par la suite finalement. Est-ce que vous allez devoir ou non implémenter, est-ce que vous voulez implémenter ça, etc., etc. par la suite. Donc une expérimentation, une expérience, autant pour moi, c'est sur 90 jours en général, mais vous pouvez l'annuler, la modifier à souhait. En général, c'est sur 90 jours. Donc, j'ai créé celle-ci avant-hier. Donc là, sur les 7 derniers jours, j'ai pas encore de data parce que j'ai pas non plus passé énormément de temps sur mon application et que j'ai pas d'utilisateurs spécifiquement. Mais si vous avez des utilisateurs, c'est extrêmement important. Vous pouvez vraiment vous rendre compte à l'avance d'un problème d'interface si les choses ne sont pas adaptées ou quoi. Moi, je travaille beaucoup avec des sociétés qui aident du coup des personnes des personnes en handicap à utiliser des applications, etc. Et c'est là où en fait on se rend compte extrêmement facilement s'il y a des interfaces qui sont adaptées ou non adaptées typiquement à certains handicaps. Donc c'est super important, on trouve des vraies réponses en regardant ça, sans avoir pour autant à faire un groupe de travail et du coup à chercher finalement pourquoi est-ce que cette interface, les gens quittent sur cette interface, etc. Là on se rend compte réellement en faisant des petits changements, en comprenant du coup pourquoi est-ce que les gens quittent et du coup comment est-ce qu'on peut remédier à ça. Ok, je repartage mon écran. Tac, tac, tac. Ok, on est à peu près bon. Ça va conclure ma présentation. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donc, encore une fois, je suis super content de vous avoir présenté du coup Firebase Remote Config, qui pour moi est l'un des meilleurs services qu'il y ait sur Firebase, mais qui est largement sous-estimé. Donc, j'espère que, en tout cas, ça vous aura donné envie de l'utiliser, sachant que c'est vraiment super simple de s'y mettre. Et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux si vous avez des questions ou si vous avez des petits blocages. Ça me fera extrêmement plaisir de vous aider. Voilà. Est-ce que vous avez différentes questions? Merci Enzo pour cette présentation qui a l'air d'avoir beaucoup plu. J'ai mis un Typeform justement pour avoir vos retours et savoir ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas. Effectivement, il nous reste un peu de temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais je crois qu'au final, tu as répondu à tout en live. Non, ça a l'air bon. Parfait. Okay. Écoutez, sachez qu'un replay sera disponible du coup à partir de demain. Il sera sur notre chaîne YouTube et on vous l'enverra également par mail. Et puis si vous souhaitez échanger avec Enzo, n'hésitez pas à le contacter. C'est aussi l'objet de CMLT Academy de permettre l'échange au sein de la communauté. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Enzo pour ton temps et ta présentation. De rien, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à toi aussi. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. À bientôt.